La natalité se porte bien, mais journalistes et démographes soulignent la crise des naissances en Europe, au Japon, en Chine. Silence des politiques, sauf Emmanuel Macron. Écoutez. Il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme. Stop au discours des politiques, nous allons voir directement sur place, à Paris. Information préalable, la fécondité se rapporte aux naissances vivantes en relation avec l'effectif des femmes d'âge fécond. Pour Eurostat, en 2020, la fécondité est de 1,83 enfants par femme en France pour 1,50 dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Pour terminer, pour que la population reste stable sans tenir compte de l'immigration, une génération de femmes doit mettre au monde au moins 2,1 enfants. Le micro-trottoir mené dans le tramway, les rues de Paris, aux portes de la caisse d'assurance familiale, donne le sentiment que le taux de fécondité semble plus élevé que les 1,83 enfants par femme, plus élevé que les 2,01 requis pour stabiliser le niveau de la population. Pour appréhender la natalité en France, nous allons d'abord sortir du cadre franco-français et tenter de comprendre la lecture de la natalité dans 3 pays très différents: le Liban, le Royaume-Uni, les États-Unis. Première grille de lecture de la démographie et de la natalité, la confession, dit autrement la religion. C'est le cas du Liban, pays d'Orient qui donne sur la Méditerranée Est. Le Liban, 10 452 km², 5,5 millions d'habitants dont 25% vivant à l'étranger, 500 habitants au km², soit 5 fois la France. Le Liban, République libanaise, république à régime parlementaire et dotée d'une constitution qui n'est pas laïque mais pluriconfessionnelle. Le président, usuellement maronite, catholique d'Orient, est élu par le Parlement à la majorité des 2/3 pour 6 ans. Son pouvoir est réduit au profit du Conseil des ministres. Le Premier ministre, il doit être musulman chiite. Il est responsable devant les députés. Et le président de l'Assemblée nationale, lui, doit être musulman sunnite. Le vice-premier ministre et le porte-parole du gouvernement doivent être chrétiens orthodoxes. Le suffrage universel direct élit les 128 députés selon la segmentation de la religion. On l'appelle le confessionnalisme. La Constitution exige donc des statistiques basées sur la religion. Quelques chiffres clés. Le seul recensement légal date de 1932, mené par l'administration de la France sur mandat de la Société des Nations. Il ne compte pas les émigrés. Les autres chiffres sont des estimations. En 1932, on compte 51% de chrétiens pour 49% de musulmans. Aujourd'hui, moins de 40% de chrétiens pour plus de 60% de musulmans. Hormis une minorité de 5 à 8% de druzes, les musulmans se répartissent en chiites, 30-35%, en sunnites, 23 à 28%. Pour les chrétiens, les maronites, soit les catholiques d'Orient, pèsent 22 à 24%, les grecs orthodoxes 8 à 12%, les grecs catholiques 5 à 8%, etc. Géographiquement, les chiites occupent le sud du Liban et la plaine de la Bekaa, les chrétiens le mont Liban au centre, tandis que le chouf est druze, soit une véritable mosaïque religieuse. Le taux de fécondité a fortement évolué et à la baisse. À près de 6%, exactement 5,74% entre 1950 et 1955, chrétiens et musulmans indistinctement, il est passé 2010-2015 à 1,81%, avec 2 points de passage intéressants. 1971, 3,56% pour les chrétiens contre 5,64% pour les musulmans, et une baisse spectaculaire en 2004 à 1,53% pour les chrétiens, et encore 1,82% pour les musulmans. Les raisons invoquées de cette baisse, notamment, sont l'amélioration de l'éducation,
l'alphabétisation, l'enseignement supérieur et le retard de l'âge du mariage, l'effort scolaire porté sur moins d'enfants par famille, le développement de la contraception, l'émigration interne des campagnes vers la ville et le reflux des valeurs traditionnelles qui en découlent. Quant à la diaspora libanaise dans le monde, les chiffres tournent autour de 12 millions de personnes, mais incluent l'émigration depuis le 19e siècle. On peut préciser que si on parle d'un équivalent français vivant à l'étranger, le nombre de Libanais vivant en ce moment à l'étranger s'élève à 1,4 million de personnes, soit 25% de la population, ce qui ramènerait les 2 500 000 Français vivant à l'étranger à 16 millions. Donc les 16 millions seraient comparables en proportion aux 1 400 000 Libanais vivant hors de leur territoire. Cette diaspora est donc considérable en pourcentage de la population et elle est surreprésentée par les chrétiens à 78%, les musulmans à 22% seulement. De sorte qu'un retour au pays modifierait la balance démographique. Enfin, les 2 millions d'étrangers, de personnes que compte le Liban, sont constitués autour de 60% de Syriens qui ont fui leur pays depuis la guerre civile de 2011, dite révolution syrienne, ou en faveur de la démocratie contre le régime dictatorial du président Bachar el-Assad, et un contingent de 20%, soit 400 000 personnes, de réfugiés palestiniens musulmans. Ces chiffres, en conclusion, établis structurellement en épousant aussi finement que possible la société libanaise, montrent que la confession, c'est-à-dire la répartition religieuse, particulièrement la répartition entre les chrétiens et les musulmans, est un outil d'analyse puissant de la démographie et de la natalité. Deuxième grille de lecture de la démographie et de la natalité, la communauté. Le dictionnaire de l'Académie française définit la communauté comme suit dans sa première édition de 1694. Société de plusieurs personnes vivant ensemble, entre elles, selon certains statuts, coutumes, usages, règles. Ordinairement et particulièrement, certaines compagnies, soit de séculiers, soit d'ecclésiastiques. Exemple, la communauté des marchands, des notaires, des procureurs. Dans son édition actuelle, le dictionnaire met en avant la participation en commun, le groupe humain dont les membres ont en commun une langue, une religion, etc. Exemple, la communauté francophone, la communauté musulmane, la communauté chinoise, et aussi la communauté économique européenne, CEE, créée par le traité de Rome en 1957. Un peu avant, la communauté économique du charbon et de l'acier, CECA, créée par le traité de Paris en 1951. Le communautarisme, lui, est la tendance à laisser prévaloir les spécificités d'une communauté ethnique, religieuse, culturelle, sociale, autre, au sein d'un ensemble plus vaste. Pour le communautarisme, le glissement s'opère vers l'isolement du reste de la société, la revendication des droits particuliers, le repli sur soi, dit aussi repli communautaire, repli identitaire, au lieu de privilégier l'intégration à un groupe plus large. On vit côte à côte, sans se mélanger. Pratiquement, au Royaume-Uni, les conseils de la charia, qui sont des tribunaux musulmans, par exemple, sont légalement autorisés à rendre des avis consultatifs sur les divorces et les mariages. Autre exemple, sans complexe, le port du voile, y compris intégral, est admis dans les écoles, les administrations, les hôpitaux. La légalité du fait communautaire rend compte de la tenue de statistiques communautaires sur la natalité au Royaume-Uni. D'une manière surprenante, ces statistiques échappent facilement aux requêtes émises en français sur moteur de recherche hors Wikipédia. Et pour y accéder pleinement, il faut libeller la requête en anglais.
Exemple, fertility by community in United Kingdom. Selon l'Office for National Statistics, l'ONS du Royaume-Uni, et les chiffres de l'enquête démographique de 2019, les personnes issues de minorités ethniques représentent 14,4% de la population du Royaume-Uni, soit 8 100 000 habitants sur 63,2 millions d'habitants, données de 2011. Attendu que la population s'est accrue à 67,3 millions d'habitants en 2021. Soit en pourcentage de la population, en 2021, donc données actualisées, les Blancs 81% pour 54,5 millions d'habitants, les non-blancs, asiatiques, noirs, métis, autres, s'élèvent à 19% de la population pour 12 800 000 personnes. Nous laissons le soin au lecteur de rapprocher, et il a dû s'en rendre compte, les 14,4% et les 19%. Pour ce qui est de la fécondité, le fameux TRF en anglais, Total Fertility Rate, il est descendu en 2019 à 1,57 enfants par femme pour les mères nées dans le Royaume-Uni et à 1,97 enfants par mère nés hors du Royaume-Uni. Soit de toute façon une double baisse notable de la natalité, de la fertilité depuis 2010. Quel est le fondement juridique de cette approche communautaire au Royaume-Uni et de la liberté d'expression sans complexe qui l'accompagne? Les droits fondamentaux ne sont pas constitutionnellement protégés, car il n'existe pas de constitution écrite formelle. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et non un droit formel. Cela signifie que tout individu est libre tant que le Parlement n'a pas limité ses droits. Cette liberté d'expression s'appuie sur une très longue évolution démocratique, ces multiples textes fondateurs, comme symbolisés par exemple par la Charte des libertés de 1100, par la Magna Carta dite Grande Charte d'Angleterre de 1215, et le troisième document clé, la Déclaration des droits ou Habeas Corpus de 1679, sans oublier l'héritage du Provocatio de la Rome antique. Alors, développer ces textes fondateurs, ce serait une autre émission qui dépasse l'émission courante, un beau sujet, quoi qu'il en soit. Enfin, rappelons que le Royaume-Uni questionne également, pas que d'autres pays européens, également son modèle communautaire depuis les attentats musulmans de Londres le 7 juillet 2005, où 4 explosions, 3 dans le métro, une dans un autobus impérial, ont fait 56 morts et 784 blessés. Conclusion, la communauté, ou la vie côte à côte de groupes humains sans se mélanger, sur la base de spécificités qu'on fait prévaloir, qu'on revendique, spécificités ethniques, religieuses, culturelles, sociales, autres, c'est aussi un outil d'analyse puissant de la démographie et de la natalité. Le Royaume-Uni le montre, légalement et sans complexe. Troisième grille de lecture de la démographie et de la natalité, la race. Nous allons l'appréhender en prenant l'exemple des États-Unis. Le dictionnaire de l'Académie française définit la race comme suit dans sa première édition de 1694. Lignée, lignage, extraction, tous ceux qui viennent d'une même famille. Dans son édition actuelle, le dictionnaire reste proche de la première définition. Lignée, ensemble des ascendants et des descendants d'une même personne, d'une même famille. En précisant qu'il s'agit du cas 2, c'est-à-dire de la race, en parlant des êtres humains et en ajoutant d'une part pour désigner un ensemble de personnes descendant d'une même origine, et d'autre part, catégorie particulière d'individus appartenant, plus exactement apparentés par des qualités, des inclinaisons, des habitudes communes. Et aussi, important, chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine d'après les caractères physiques distincts qui se sont maintenus ou qui se sont développés.
On ne confondra pas la race et l'ethnie. L'ethnie rapproche les hommes par les éléments culturels, l'histoire, la culture, l'occupation d'un territoire, etc. On ne confondra pas non plus la race et le peuple. Défini en 1694 comme une multitude d'hommes habitant un même pays qui vivent sous les mêmes lois. Le terme remonte au XIIIe siècle et il est issu du latin populus, peuple, ensemble de citoyens. Dans son acception moderne, la deuxième section du dictionnaire de l'Académie, toujours française, le peuple est le corps de la nation, l'ensemble de la population d'un État, jouissant de droits civils et politiques. On ne confondra pas non plus race et racisme. Le racisme est une doctrine selon laquelle les variétés de l'espèce humaine appelée race, principalement distinguées les unes des autres par leur appartenance physique, seraient dotées de facultés intellectuelles et morales inégales, directement liées à leur patrimoine génétique. Dans la pratique, la difficulté est que les termes sont souvent galvaudés et torturés à des fins idéologiques, ce qui rend très difficile leur emploi. Revenons aux États-Unis. La répartition superficielle de l'espèce humaine d'après les caractères physiques tels que formulés par le dictionnaire de l'Académie française dans son acception contemporaine se superpose correctement avec la grille de lecture raciale, soit basée sur la race que l'on utilise aux États-Unis. Pour l'illustrer par l'anecdote, la formation de référence dans le monde en matière de gestion de production est américaine. Il s'agit du CPIM de l'APIX, CPIM, Certified Production and Inventory Management, qui dispense une formation courte, BASIX, et longue, 1 an, sanctionnée par un questionnaire qui, pour la France, est passé à Paris. Un questionnaire à choix multiples, classique pour la culture américaine, le QCM, en anglais, conçu par des Américains respectueux de leur propre code culturel. Ainsi, ce QCM est introduit en France avec la question raciale d'usage, en début du questionnaire. Quelle est votre race? Là, je traduis. On demande au candidat de cocher parmi une vingtaine de cases, sa race. Parmi les exemples, négroïde, caucasien, mongoloïde, sémitique, sémite, finno-ougriens, American Natives, Indien d'Amérique, etc. Les questionnaires sont directement expédiés aux États-Unis et exploités. Nous n'avons pas connaissance de position des autorités françaises sur l'insertion de la question de la race dans un questionnaire sur le sol de la République. Cette classification moderne en race a quelques ressemblances avec la classification en, je cite, noir, indo-européen, mongol, etc., qui figurait sur des cartes d'anciens atlas, mais en substituant maladroitement le terme de race par peuple. Voir par exemple la carte des peuples de l'Atlas mondial Hattier qui est affichée sur la présentation. Quelques chiffres clés aux États-Unis. Selon les races, la race hispanique représente 18% de la population, les noirs 13%, les asiatiques 6%. Il est important de noter que les statistiques raciales sont appelées statistiques ethniques dans la littérature française. Les statistiques américaines, elles, nativement en langue anglaise, établies notamment par le très puissant United States Census Bureau, utilisent le terme de race, race. Le terme de population multiraciale, multiracial population, sans pour autant exclure le terme d'ethnie qui a une autre signification. La représentation raciale et ethnique de la population se définit à très haut niveau de l'État américain. Par exemple, la directive 15 de 1977 vise à pourvoir un minimum de catégories standardisées et de définitions pour pouvoir représenter les données des différents groupes raciaux et ethniques de la population américaine. Alors, quelles sont les sources du droit? La Constitution des États-Unis, adoptée le 17 septembre 1787, donne l'habilitation, empowers,
au Congrès de mener le recensement. Article 1, section 2. La Cour suprême, elle, s'est récemment saisie de la question de la collecte caractéristiques individuelles depuis cette date. C'était en 1999 pour le recensement décennal de 2000. La Cour suprême a émis une décision positive quant à la légalité de cette collecte. On parlera de racial profiling. On trouvera des analyses sous le label Racial Profiling and the Constitution, de Ethnicity and the Constitution. Au-delà de l'aspect légal, le sujet des statistiques raciales a néanmoins fait l'objet de débats, notamment avant les attentats du 11 septembre 2001. Par exemple, le président Bill Clinton l'a qualifié de moralement indéfendable, morally indefensible, et de profondément corrosif, deeply corrosive. Le président George Bush, lui, s'est engagé à y mettre un terme, we will end it. Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué un changement de sentiment en faveur des statistiques raciales et ethniques. Bon, soyons francs, la complexité du sujet est à peine effleurée. Pour l'illustrer, citons simplement quelques mots totems, le Ku Klux Klan, le WASP, White Anglo-Saxon Protestant, les Irlandais, les Amish, les émeutes de Watts à Los Angeles du 11 au 17 août 1965, les Indiens, le wokisme, etc. À cette complexité se superpose le biais, c'est important, le biais de la traduction et de la transposition franco-française. Et ce biais impose un retour au texte américain, donc directement en anglais, pour mieux saisir les réalités. Deux exemples qu'un Américain comprendra lui parfaitement et tout de suite sur le plan culturel qui est le sien et qu'un Français aura beaucoup de mal à saisir. Native Americans. Cette expression est très maladroitement traduite en Indiens d'Amérique. Deuxième exemple, Civil War, la guerre civile, très maladroitement traduite en guerre de sécession, et tout aussi maladroitement illustrée dans les versions françaises. Observez la photo. Le titre provient de la chanson Cry of Freedom, écrite en 1862 par George F. Hoot, qui est une chanson essentielle de la guerre de sécession. Que dis-je de la guerre civile, la Civil War? Nous n'irons pas plus loin, mais le sujet est immensément complexe. En conclusion, aux États-Unis, la race, répartition superficielle de l'espèce humaine d'après les caractéristiques physiques, les blancs, les noirs, les mongoloïdes, les sémites, etc., c'est un outil d'analyse puissant de la démographie et de la natalité. La Constitution américaine de 1787 et les 27 amendements ratifiés depuis cette date n'interdisent pas les statistiques raciales et ethniques. Cela n'empêche pas une littérature judiciaire contemporaine des plus copieuses, pour un sujet éminemment des plus complexes. Nous sommes aux États-Unis. Nous avons survolé 3 États de taille différente, de nombre d'habitants différents, de géographie différente. Le Liban, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ces 3 États appliquent chacun une grille de lecture de la démographie et de la natalité qui leur sont spécifiques. La grille confessionnelle pour le Liban, la grille communautaire pour le Royaume-Uni, la grille raciale pour les États-Unis. L'emploi de ces grilles s'appuie sur les libertés fondamentales et la Constitution. D'autres pays autorisent certaines de ces grilles d'analyse au sein de l'Union européenne, les Pays-Bas, la Grèce, mais aussi la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, sans pour autant rendre obligatoire la déclaration de l'appartenance ethnique. Toujours en Europe, la Suisse autorise aussi certaines de ces grilles. À dessein, nous ne chercherons pas à exposer l'intérêt et les finalités de ces grilles d'analyse, nous laissons soin au lecteur de s'y frotter, tout en lui recommandant expressément d'appuyer sa réflexion sur des textes solides et dépassionnés. Quant à la France, le débat sur la démographie et la natalité est souvent frappé d'interdits,
d'excommunication médiatique et politique, de censure, d'autocensure, sous le haut patronage d'un corps flou, puissant, autoproclamé, de juges en bien-pensance, métier qui s'est très fortement développé depuis le mitterrandisme du début des années 80 et pour lesquels le justiciable est condamné d'avance avant même d'être présumé coupable. Bref, la France a culturellement mal à sa démographie et à sa natalité. Ainsi, en France, appréhender la démographie par les confessions, les communautés, les races, sort du champ des possibles. Lorsque l'eurodéputé RN a affirmé en octobre 2022 que 40% des naissances sont le fait de l'immigration extra-européenne, la plus grande partie venant d'Afrique noire et du Maghreb, ces propos ont suscité une levée de boucliers. Pourtant, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, institution officielle de la République, dans son rapport du 22 mars 2023 a lui-même exposé. Premièrement, de 2001 à 2021, le nombre de naissances d'enfants dont les deux parents sont français a baissé de 17,5%. Deuxièmement, dans le même temps, le nombre de naissances d'enfants dont les deux parents sont étrangers a augmenté de 45,3%. Troisièmement, en 2021, près d'un tiers des enfants nés en France, 31,4%, ont au moins un de leurs parents nés à l'étranger. Et près de 9 naissances sur 10, 89,5%, d'enfants dont les deux parents sont nés à l'étranger concernent des parents nés hors de l'Union européenne. Quatrièmement, immigrées algériennes, ces immigrés ont 3,69 enfants par femme en moyenne pour 1,88 enfants par femme pour les Françaises non immigrées, chiffre de 2014 et non 2019 ou 2021. En 2016, près d'un nouveau-né garçon sur 5, 18,8%, portait un prénom d'origine arabo-musulmane. Ce taux était proche de 0% jusqu'aux années 60. Les freins à l'analyse et au discours confessionnel, communautaire, racial en France s'appuient sur une longue tradition historique incarnée par la Constitution. Rappelons que la Constitution regroupe l'ensemble des règles de fonctionnement des institutions d'un État. Dans la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, l'article 1er stipule que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et également l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. La Constitution de la 4e République du 27 octobre 1946, donc plus ancienne, stipule, elle, dans son préambule, que le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Plus anciennement, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 établit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Dans la forme, mais pas dans l'esprit, les termes d'origine, de race, de religion ont explicitement investi l'article 1er de la Constitution au milieu du XXe siècle, reflétant ainsi de grands bouleversements sociétaux qui ont secoué la France plus généralement. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, la France et le monde, plus globalement, Deuxième Guerre mondiale, Holocauste, pour ne citer que deux exemples clés. La lecture, ainsi entravée du fait démographique et de la natalité sur les plans confessionnel, communautaire, racial, se trouve ô combien percutée par les réalités terrain et par les communications officielles des instances de l'Union européenne, à commencer par la Commission européenne, laquelle est composée de 27 commissaires, proposés par les chefs d'État
dont la France, et de gouvernements des États membres, dont à nouveau la France. L'Union européenne souligne le vieillissement de sa population, la diminution nette de sa population, qu'il faut pallier par l'apport de 50 à 80 millions d'immigrés. Le rôle déterminant de l'immigration depuis 30 ans dans l'accroissement de la population est indiscutable, voire graphique de l'Union européenne. Ce qui vaut pour l'Europe vaut en particulier pour la France, malgré les discours idéologiques et politiques. L'État ne peut pas mentir, dire naïvement, pour apaiser ou endormir les Français, que, mensonge d'État comme celui de 1986, le nuage radioactif de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière à la suite de l'accident à la centrale nucléaire le 26 avril 1986. Conclusion, la France est corsetée par l'article 1er de sa Constitution et son interprétation pour détourner du regard les statistiques démographiques et de natalité sur les plans confessionnel, communautaire et racial. Mais l'Union européenne, dans laquelle la France est représentée, quoique diluée, assume et expose méthodiquement la crise démographique de sa population et de sa natalité, le rôle essentiel de l'immigration extra-européenne pour contenir la situation au mieux ou inverser le courant, de préférence. Quelles conclusions tirer sur la natalité en France? Des conclusions, nous, Français, nous n'allons en tirer aucune. Mais ne changez pas de chaîne, le Libanais du chapitre 2, le Britannique du chapitre 3, l'Américain du chapitre 4 vont conclure à notre place. Nous nous contentons de tenir le stylo et de synthétiser. Nous, Libanais, Britanniques, Américains, tenons, dans le respect de nos constitutions et de nos libertés fondamentales, des statistiques confessionnelles, communautaires, raciales. Mais vous, Français, ça vous échappe car vous êtes campés sur votre modèle franco-français et manquez d'ouverture culturelle sur le monde, sans compter vos juges en bien-pensance qui condamnent tout terme non estampillé et toute personne qui les prononce. Nous, Libanais, Britanniques, Américains, ne revendiquons pas un modèle démographique et culturel supérieur au vôtre, mais nous disons, sans la passion hystérique franco-française, ce qui suit. Nous, au Liban, plus de 60% de la population est musulmane. Nous, au Royaume-Uni, près de 30% des enfants nés aujourd'hui sont d'origine étrangère. C'est un fait statistique et ce fait est établi. Et nous vous laissons à vos 45% d'enfants nés aujourd'hui en France et d'origine étrangère, chiffre retrouvé dans vos médias et agité comme un chiffon rouge. Nous, aux États-Unis, les Blancs pèsent 60% de la population. Ils vont descendre à 44% en 2060 face à une majorité d'Hispaniques d'abord, de Noirs ensuite, puis d'Asiatiques. Nous tous, Libanais, Britanniques, Américains, nos statistiques font ressortir que les Blancs font nettement moins d'enfants, et le micro-trottoir sur la population au chapitre 1, bien, ça nous parle vraiment. Aussi, les immigrés tendent aussi à faire moins d'enfants qu'auparavant. J'ose poser une question aux Libanais, aux Britanniques, à l'Américain. Mais à quoi servent vos statistiques confessionnelles, communautaires, raciales? Vos modèles ont-ils trouvé pour autant un plus parfait équilibre? Mes interlocuteurs se consultent et rient. La réponse, aimable, est taquine, fuse. Et le modèle démographique de la France marche-t-il mieux que le nôtre? Mes interlocuteurs poursuivent. Pour ce qui est de la natalité et de l'immigration, vous êtes dans une situation semblable à la nôtre. Vos politiques se taisent. Sujet tabou, c'est la loi du silence. Mais votre observatoire de l'immigration et de la démographie, chapitre 6,
montrent des chiffres pas si éloignés que les nôtres. Et puis, votre Union européenne, représentante de vos 27 États membres, dit bien ouvertement que la population baisse et que c'est l'immigration qui freine le mouvement. Après un moment de silence, mes interlocuteurs libanais, britanniques, américains concluent. En fait, la natalité en France se porte plutôt bien. Chez nous, ce sont globalement les non-blancs qui font plus d'enfants, comme nos statistiques légales le montrent. Pourquoi en serait-il différemment en France? Prochain numéro, un tout autre sujet, une toute autre ambiance. Chère France, vivre comme Dieu en France, les métiers de bouche en France. Venez découvrir, non, mieux, venez déguster.